Encore. Qu'est-ce que tu dit, Laurent? Très bien, donc on va commencer. Donc, merci à tous d'être présents avec nous ici dans les bureaux de Procemo Lille. Merci à tous d'être avec nous en ligne. Je me permets d'enlever mon masque. Donc, ça va se dérouler de la façon suivante. La personne qui présente, en l'occurrence moi pour l'instant, pourra lever son masque et parler. Et ensuite, quand je me mettrai sur le côté, je remettrai mon masque et le prochain intervenant pourra se lever, prendre la parole et enlever son masque. Comme ça, de façon, pour la visio, ce sera beaucoup plus audible. Donc ce soir, nous avons différents animateurs. Nous avons Charles Lermignon ici présent, qui est directeur innovation chez Axon. Axon est un spécialiste du big data et de l'intelligence artificielle, et c'est aussi notre partenaire à nous, Procemo. Nous avons aussi monsieur Ousmane Ba, qui est Global Planning Manager chez OVH Cloud. Nous avons Fabien Rouquette, qui est ici, qui est directeur du site K30 à Waterloo, à côté de Lille, chez La Redoute. Et nous avons moi-même, Arthur Gouziane, responsable du pôle Supply Chain chez Procemo. Alors, concernant le groupe Procemo, nous avons un cabinet de recrutement qui est spécialisé en chasse de tête qui s'appelle Linkus. Ils sont en ligne avec nous, je les salue. Ils sont spécialisés dans les métiers des achats et de la supply chain. Et ensuite, nous avons le cabinet de conseil Procemo qui est spécialisé en achat et supply chain. Et nous avons la marque LEO, Logistics and Operation, qui est spécialisée sur la partie logistique. Donc, nous, Procemo, on a un cabinet de conseil spécialisé en achat, logistique et supply chain. On est expert dans ces domaines-là et on travaille avec tous les différents secteurs que vous voyez ici, du ferroviaire à l'automobile, en passant par l'automobile, etc. Si on vous a réunis ce jour pour vous parler de la digitalisation de la supply chain, et de la supply chain 4.0 plus largement, et de la gestion des data, ce n'est pas par hasard parce qu'avant le Covid et encore plus aujourd'hui avec le Covid, il est question de temps réel, il est question de maintenance prédictive. Donc, moi, dans un premier temps, je vais vous parler de la digitalisation de la supply chain, comment elle s'opère et pourquoi. Ensuite, on va voir avec notre partenaire Axon, qui est un spécialiste de l'IA, comment la data est gérée réellement. Et on aura aussi de leur part des retours d'expérience. On aura aussi de la part d'OVH avec Ousmane, on verra qu'OVH est bien plus qu'une entreprise tech. Et on aura aussi des retours d'expérience en termes de supply chain 4.0 avec l'exemple de la livraison d'un serveur et l'apport des big data sur la planification. Et enfin, on terminera avec Fabien, ici présent, avec La Redoute. La Redoute, on verra quel est le parcours d'une commande client. Et on verra aussi comment la plateforme de data est gérée. Et on aura aussi d'autres exemples avec des dashboards, des notions de productivité et de KPI. Voilà pour le programme. Donc, pour commencer, la digitalisation de la supply chain, pourquoi? En termes de contexte, et pourquoi? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, on parle de temps réel, on parle de data, on parle de gestion. Il y a 15 ans, quand vous parliez de gestion des data, c'était, pardonnez-moi l'expression, c'était un terme un peu sexy, ça faisait bien. Aujourd'hui, on parle de temps réel, on parle de productivité, on parle d'automatisation. Les chefs d'entreprise, les clients, les fournisseurs veulent des résultats. Il y a un mois de ça, j'étais à Paris pour la semaine de l'innovation du transport et de la logistique. Tant côté client que côté fournisseur de solutions de gestion des data, on voulait savoir en termes de productivité, quand on montait un entrepôt mécanisé, combien est-ce que le temps des pickings, des préparations de commandes va être accéléré? En termes de ROI, combien est-ce qu'on va avoir de retour sur investissement? On veut des données chiffrées. Comment est-ce que ça va s'opérer? Donc, grâce au digital et à la mécanisation en partie. Fabien vous en parlera mieux que moi tout à l'heure avec l'exemple de La Redoute et de K30. Et aussi, on parle de RSE. Lors de la semaine internationale de l'innovation du transport et de la logistique à Paris, la RSE, quand vous aviez des transporteurs qui disaient « nous, on roule au gaz naturel vert »,
Vous voulez savoir comment a été produit le gaz naturel vert. C'est plus du greenwashing. Il y a des données quantifiées derrière. Il faut que ce soit vert de A à Z. Et pareil, ça c'est pour l'aspect écologie, mais pour l'aspect humain, même si on parle de data, de gestion des données, l'humain reste au cœur, puisque tous ces outils vont être des outils d'aide à la décision qui vont aider la décision humaine. Donc voilà pour l'introduction. Est-ce que vous avez des questions dans la salle, premièrement? C'est bon pour vous? Céline, est-ce qu'on a des questions en ligne? Non? Parfait. Donc, je continue et je laisse la parole à notre partenaire Axon avec Charles. Merci Arthur. Bonsoir à tous, je m'appelle Charles Vermignot, je suis le directeur innovation d'Axon. Axon, c'est une entreprise de services spécialisée en data science et en intelligence artificielle. Notre objectif, c'est d'accompagner nos clients à adopter des solutions de data science et d'intelligence artificielle pour gagner en performance dans leur métier. Aujourd'hui, je viens vous parler du domaine des achats et de la supply chain. Axon balaye un peu tous les métiers. Nous, notre cœur de métier, c'est vraiment la data science. Donc, c'est important aussi pour nous de nous appuyer sur des partenaires que Procemo, qui ont vraiment cette expertise métier. Et ensemble, on arrive vraiment à répondre aux problématiques de nos clients de façon pertinente, puisque utiliser la technologie pour la technologie, ça n'a pas grand intérêt. Donc vraiment, ce besoin client, c'est la pierre angulaire de tous les projets qu'on mène chez nos clients. Donc aujourd'hui, si je suis là devant vous, c'est pour vous parler d'un retour d'expérience qui est l'anticipation des retards fournisseurs. Mais avant ça, je voudrais vous parler de l'IA en entreprise et comment on le voit chez Axon. Donc chez Axon, on est convaincu que tous les métiers peuvent être boostés par l'IA. Ça fait plusieurs années maintenant que les entreprises ont compris que la donnée, c'était vraiment important. C'était le pétrole de demain, même d'aujourd'hui maintenant. Et chez Axon, on est convaincu qu'on peut créer de la valeur à partir de toutes ces données pour beaucoup de métiers et créer des outils qui vont rendre l'humain plus performant. On n'a pas vocation à remplacer l'humain. Ce qu'on cherche à faire, c'est créer des outils d'aide à la prise de décision qui vont permettre aux utilisateurs d'avoir une vision globale sur leur périmètre, chose qui est quasi impossible avec un cerveau humain, pour que les utilisateurs puissent prendre une décision efficace et pertinente en ayant une vue globale sur ces données. Donc, je vous ai listé 4 métiers. Voilà, ce n'est pas du tout exhaustif. C'est un exemple des domaines sur lesquels on a pu travailler chez Axon. Le premier, donc un domaine assez industriel avec la maintenance prédictive qui permet d'optimiser les plannings de maintenance des outils de production. Il y a aussi la qualité avec le contrôle qualité qui peut être amélioré grâce à la vision par ordinateur. Et après, il y a des domaines, on a beaucoup d'expérience aussi dans le domaine des ressources humaines. Voilà, on va favoriser la mobilité interne, on va réduire l'accidentologie dans les usines, ou alors anticiper l'attrition, c'est-à-dire identifier quels sont les talents qui sont les plus à risque de quitter l'entreprise dans les mois qui viennent. Et enfin, le domaine des achats et de la supply chain, qui est là le domaine qui nous intéresse ce soir, avec l'optimisation des commandes, donc avec des gains financiers et des réductions de risques contractuels, et l'anticipation des risques fournisseurs, donc que ce soit des risques de non-qualité ou des retards de livraison. Voilà, il y a beaucoup d'autres domaines, mais voilà. Là, je vais vous parler principalement de l'anticipation des risques fournisseurs et notamment des retards de livraison. Et je ne vais pas vous parler d'un retour d'expérience, mais de 2 projets avec 2 approches différentes pour une même problématique. Donc, au niveau du contexte, on parle d'industriels de l'aéronautique. Donc, Axon, je ne vous l'ai pas dit, mais on est une entreprise toulousaine. Donc, historiquement, on est vraiment très coloré aéronautique. On a des acteurs majeurs de l'aéronautique parmi nos clients historiques. Et sur les 2 retours d'expérience dont je vais vous parler, c'est la même problématique. Et on parle en fait de plusieurs centaines de milliers de lignes de commandes par an chez nos clients. Donc, vraiment très compliqué d'avoir une vue globale, comme je vous le disais. Et ça engendre des problèmes de retard de livraison. Qui dit retard de livraison dit pièces manquantes. Qui dit pièces manquantes dit lignes de production qui s'arrêtent et donc des coûts très importants à la clé. Donc, l'approche en place quand on a commencé à adresser ce sujet avec nos clients, c'est qu'ils
utiliser la donnée historique avec des reporting, des Pareto, arriver à identifier les fournisseurs les plus à risque ou les articles les plus à risque, et avec ces données historiques, aller lancer des audits fournisseurs. Donc, il y a des limites à cette approche-là. La première des limites, c'est qu'ils étaient en approche totalement réactive. Ils regardaient les données passées et, fonction de ça, ils allaient mener des plans d'action. Donc, il n'y avait aucune anticipation des problèmes. Et l'autre limitation, c'est qu'ils avaient une approche macroscopique, puisqu'ils regardaient un fournisseur. Quand ils lançaient un audit, c'était pour un fournisseur donné, sachant qu'un fournisseur peut être très performant pour fournir un type de pièces et beaucoup moins pour un autre type de pièces. Donc là, l'objectif de ces projets-là, c'était de voir si on pouvait faire mieux avec une approche data science. Donc, qui dit data science dit données. Et là, voilà, vous avez une liste des données qu'on a pu utiliser pour adresser ce problème. Donc, c'était l'historique des commandes passées. Donc là, on avait un historique de 3 ans. Donc, la liste des commandes, la liste des bons de réception également, savoir s'il y avait eu un retard ou pas sur la livraison, et des données aussi sur les fournisseurs, telles que l'adresse pour calculer des distances notamment, l'ancienneté de la relation avec le fournisseur, mais aussi sur les pièces qui ont été commandées, donc le type, la description de la pièce, l'unité, est-ce qu'on parle de kilos, de quantité unitaire, la quantité aussi, et est-ce que la commande est exceptionnelle ou pas, est-ce que c'est une pièce qu'on a l'habitude de commander auprès de nos différents fournisseurs. Donc la solution qu'on a voulu utiliser ici de data science, ça s'appelle du machine learning, donc pour ceux qui ne connaissent pas vraiment de quoi il retourne, en fait le machine learning, on va développer des algorithmes qui vont permettre de prédire l'avenir en quelque sorte. On va créer des modèles qui vont s'entraîner sur des données historiques, donc on aura accumulé auparavant, et apprendre à détecter quels sont les facteurs ou les combinaisons de facteurs qui vont engendrer un retard de livraison. Et donc, une fois qu'on aura un modèle qui sera prêt et entraîné, à chaque fois qu'on passera une nouvelle commande, il pourra nous dire telle commande a tant de risques d'être livrée en retard avec ce fournisseur et ce type d'article. Alors, je vous parlais de 2 approches. En fait, on a eu 2 clients qui avaient la même problématique, donc des retards de livraison, mais qui n'avaient pas le même besoin en termes de périmètre et vraiment de savoir la question qu'ils posaient, en fait. Ça, c'est vraiment quelque chose de central pour nous et ça peut engendrer des modifications sur le projet qu'on va mettre en place. Le premier, que j'appelle l'approche globale, il souhaitait savoir quelles sont mes commandes qui sont les plus à risque d'être livrées en retard. Donc là, le périmètre qu'on a adressé, c'est l'ensemble des fournisseurs de notre client. Les données qu'on a utilisées, c'est celles que je vous ai listées auparavant, les commandes, les bons de réception et les données fournisseurs et pièces. Et en fait, ici, ce qui était intéressant, c'est qu'on avait un accès très facile, on avait un accès facilité à la donnée puisqu'il était centralisé sur le système de son client. Et on avait aussi accès à l'expertise métier du client puisqu'il connaissait la donnée qui était sur son système d'information. L'autre approche, c'est une autre question, mais la même problématique. Là, le client souhaitait savoir combien de jours de retard aurait chaque commande qu'il passerait pour ce fournisseur donné, un fournisseur donné. Donc là, le périmètre est plus restreint, on parle d'un fournisseur. Par contre, ici, au niveau des données, en plus des données que je vous ai listées auparavant, on utilisait aussi des données qui provenaient de chez le fournisseur, donc de son système d'information, et qui étaient les données des encours de fabrication. Donc là, ça nous permettait d'avoir des informations encore plus précises, puisqu'on savait à chaque nouvelle commande où elle se situait dans l'encours de fabrication chez le fournisseur. Donc le gros avantage, en fait, c'est qu'on avait un modèle bien plus précis grâce à cette approche. Par contre, les inconvénients, c'est que ça nécessite en amont d'avoir des discussions avec le fournisseur pour savoir s'il accepte de partager ses données et si oui, comment faire pour récupérer les données. Un autre inconvénient, c'est que ça nécessite de faire un modèle pour chaque fournisseur, puisque la structure des données sera différente d'un fournisseur à l'autre, donc il y a des adaptations à faire pour chaque fournisseur. Et enfin, qui dit périmètre plus restreint, dit quantité de données plus réduite pour un historique de temps donné. Donc là, il faut essayer d'aller un peu plus loin dans l'historique des données pour avoir assez de données pour entraîner le modèle et avoir des résultats pertinents. Donc, au travers grâce à ces solutions-là, en fait, les processus ont pu être améliorés. Si tu veux bien passer à la slide suivante.
Et donc, en fait, maintenant, il travaille de cette façon. Le responsable d'achat a son portfolio de commandes et toutes les nouvelles commandes vont être analysées par le modèle prédictif. Et le modèle prédictif va donner un risque associé. Voilà. Et le responsable d'achat aura la liste de ses commandes en cours avec le risque de retard associé en pourcent, voilà, avec une priorité en quelque sorte. Hein. Donc, une première commande avec un risque de 99% de retard, à la suivante 98%, etc. Donc là, la valeur vraiment ajoutée de ce type d'approche, c'est que maintenant, on peut travailler en anticipation des risques et également pouvoir cibler les actions. Les acheteurs vont pouvoir beaucoup mieux cibler les fournisseurs et les commandes à sécuriser et donc au final réduire de façon significative le retard de livraison. Parfait. Voilà, j'en ai fini. On a un temps dédié pour les questions. Si vous en avez, n'hésitez pas. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Oui, moi, je voulais vous poser une question, c'est que là, pour l'instant, vous parlez donc de partir d'une base de données historique pour évaluer un risque de retard. Oui. Mais avec l'histoire du Covid-19, votre base de données historique elle est devenue caduque. Comment est-ce que vous gérez à ce moment-là les retards possibles eu égard à cette… Alors, là, en fait, c'est sûr, il y a une chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que l'intelligence artificielle, ça ne fait pas de magie. Donc déjà, si on se place avant le Covid, à aucun moment, aucune IA n'aurait pu prédire au mois de mars 2020 les retards qu'il allait avoir. Après, pour maintenant, avec 1 an et demi d'historique, on peut arriver à entraîner des modèles quand même de façon assez pertinente. Et les données précédentes, elles ont aussi de la valeur. Après, c'est vrai que sur des situations instables, on peut avoir effectivement des modèles qui seront un peu moins performants. Mais là aussi, il faut retenir une chose, c'est que chez Axon, ce qu'on privilégie, c'est l'approche proof of concept. Ce qu'on veut, avant de s'engager sur des projets longs avec nos clients, on cherche à valider l'approche avec les données qui sont disponibles. Donc, avant de se lancer sur des projets d'1 an ou plus, on va se focaliser sur des données, on va simplifier la problématique, se focaliser sur la donnée, l'analyser, créer un premier modèle prédictif et voir les résultats qu'on peut avoir avec la solution qui aura été développée. Donc ça permet ensuite de se dire, d'accord, j'ai tel niveau de performance, on peut déjà évaluer un retour sur investissement à partir de là, puisqu'on aura la performance de notre modèle, et décider si on continue ou pas avec les données qu'on avait et le niveau de performance de notre modèle. Donc, effectivement, l'intelligence artificielle, ce n'est pas magique, mais c'est intéressant de savoir, parce qu'après, derrière, ce que je suppose que vous avez dû faire, c'est de vérifier la fiabilité de l'outil, même dans des situations dégradées, comme celles qu'on a vécues là, au cours des derniers 12 mois, 15 mois. Alors, il y a une chose, c'est que d'abord, notre modèle, on va l'entraîner avec des données historiques. Il y a une partie des données historiques qu'on appelle données de test qu'on va garder, que l'algorithme n'aura jamais vu, et on va pouvoir confronter ces prédictions et là lui donner un niveau de performance. Après, même en l'utilisant, il faut toujours garder une partie des données en test vierges, on va dire, qui n'auront pas été analysées. Ça, on ne peut pas donner tout à analyser au modèle parce qu'après, en fait, on ne pourra pas dire si le modèle, avec le recul, s'il a été pertinent ou pas. Donc, il y a toujours une partie des données qu'il faut garder de côté qui ne seront pas analysées par le modèle et qu'il faudra réutiliser par la suite. Est-ce que vous faites du réapprentissage du Exactement. Modèle? Oui. C'est quelque chose d'important. Quand le temps passe, vous faites un réapprentissage sur les données passées. Donc, ça vous permet d'absorber les situations. C'est ça, c'est le but. Ouais. On ne parle que de données schématiquement internes à l'entreprise, même si on va chez le fournisseur de l'entreprise. Est-ce que vous enrichissez avec des données externes qui peuvent être, je ne sais pas, de la météo, de la pénurie sur des matières premières, des situations, le fret maritime actuel, ce genre. Est-ce que vous essayez de trouver des corrélations avec des données externes? Alors là, on va vraiment s'appuyer sur l'expertise métier donc du client ou de nos partenaires pour identifier s'il y a des données externes qui sont intéressantes à ajouter au modèle.
On ne peut pas aller prendre l'ensemble des données qu'il y a sur Internet pour nourrir le modèle. Donc, il y a quand même vraiment cette expertise métier qui est nécessaire avant d'aller chercher des données externes. Mais c'est quelque chose qu'on peut faire, oui, clairement. Et là-dessus, bon, on a des solutions hein, de scrapping de données sur Internet, aller enrichir la base de données, clairement. Oui, je pense que c'est l'utilité d'utiliser les compétences des fournisseurs. Le fournisseur, c'est celui qui est le plus à même de dire c'est cette série de données externes qui affecteront le plus notre capacité à livrer. Oui, toutes les informations pertinentes sont bonnes informations, clairement. Bonjour, Alexis Dauchier en ligne. Je ne sais pas si vous m'entendez. Oui. Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Le délai de mise en place d'une de ces solutions? Alors, pour une approche proof of concept, en général, on est autour de 2-3 mois. Donc là, quand je parle de proof of concept, ce qu'on cherche vraiment à faire, c'est se focaliser vraiment sur la donnée, parce que donc, déjà, il y a la problématique. Une fois que la problématique est bien définie, on va se focaliser ensuite sur la donnée et analyser cette donnée, créer les modèles prédictifs, les entraîner et analyser les performances pour décider si oui ou non on passe à la phase suivante. Donc, il faut compter de l'ordre de 2-3 mois pour vraiment faire ce proof of concept. Et après, si on passe en phase d'industrialisation, c'est là où on va commencer à traiter les problématiques d'interfaçage avec le système d'information client, voilà, et automatiser l'ensemble du processus. Et ça, si j'ai bien compris, c'est valable à la fois pour les commandes, par exemple, mais aussi pour de la gestion de maintenance, c'est ça? Oui, pour l'ensemble des projets que l'on mène chez Axon, on privilégie énormément le proof of concept. L'idée, c'est vraiment de se faire rapidement une opinion pour ensuite adresser des problèmes qui seront gérables. Hein. S'interfacer avec l'environnement client, c'est quelque chose qu'on sait faire. Ça peut prendre beaucoup de temps pour diverses raisons, des procédures, des raisons administratives ou d'interfaçage avec le logiciel qui n'est peut-être pas pensé pour ça. Donc, ça peut prendre ça un peu plus de temps. Nous, vraiment, ce qu'on cherche à faire très vite, c'est se faire cette opinion-là, si on peut répondre à la problématique en question ou pas, avec les données. Donc, 2-3 mois, c'est l'ordre de grandeur des proof of concept. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres questions? C'est bon? Parfait. Merci Charles. Maintenant, je vais inviter M. Ousmane Ba de chez OVH à continuer. Alors, donc, je vais vous présenter une partie qui concerne plutôt OVH Cloud. OVH Cloud, donc, pour commencer par cette partie, c'est plutôt une entreprise tech. Donc, à l'heure actuelle, nous sommes un des acteurs mondiaux en fait du cloud. Et nous avons aujourd'hui plus de 1,6 million clients dans le monde et on va dire répartis dans 140 pays. Et peu de gens le savent, nous sommes une bonne entreprise française qui est le leader européen du cloud. Je mets les GAFA de côté, du coup, parce que la vraie entreprise européenne aujourd'hui, leader du cloud, c'est bien OVH Cloud. Donc, c'est méconnu du grand public en général, donc plutôt les spécialistes, parce qu'on est plutôt dans la partie data center, donc je vais y revenir plus tard, donc plutôt industriel en général. Quand on entend OVH Cloud, on a plutôt l'impression que on parle de nuages, mais c'est vraiment du réel, du concret. Donc, aujourd'hui, la partie supply chain et transformation digitale me parle beaucoup, et dans le sens où, en fait, juste pour donner l'historique, je viens d'une entreprise qui n'a rien à voir avec la tech. Je viens d'une entreprise qui est dans le pétrole. Donc, je viens de BP. Et j'ai intégré OVH il y a à peu près 7 mois. Et donc, la conjonction entre, on va dire, une industrie classique et aujourd'hui avec une entreprise tech, c'est très intéressant. On voit les différences de fonctionnement, on voit ce que peut apporter en fait la tech à une entreprise, une industrie classique et vice-versa. Donc voilà, c'était donc la raison pour laquelle aujourd'hui je voulais me joindre également à cet événement. Donc OVH, pour faire de la transformation en fait digitale, nous avons
un panel de produits qui permettent aujourd'hui de le faire. Je ne vais pas m'étaler dessus, mais en fait, on a une grande liste là, aujourd'hui, on parle de Big Data Analytics, donc Machine Learning pour ML, donc Charles en parlait, pour des hautes performances et produits dédiés, en fait, parce qu'on parle de données d'entreprise en général. Donc, idéalement, pouvoir avoir des serveurs dédiés. Et selon les performances qui sont attendues, on pourra mettre en place, en fait, le type de machine qui pourrait répondre aux besoins des clients. Donc, c'est super important. Au-delà de ça, donc, on va passer au slide suivant. Donc, je reviens sur la notion d'entreprise tech. Effectivement, on entend OVH en tant qu'entreprise tech, mais aujourd'hui, on parle de deux sites de production. Une basée pas loin à Croix et une autre au Canada qui est à Bois-Noir, en fait, au Canada. Et quand on parle de site de production, on fabrique des serveurs. Donc, il y a ce modèle intégré, en fait, où aujourd'hui, nous fabriquons des serveurs avec tous les éléments et tous les composants qui vont avec. Au-delà de cette partie serveur, il y a la partie B, parce que c'est la structure qui va, en fait, avec les serveurs pour qu'on puisse les mettre aujourd'hui dans les data centers. Donc, au-delà des sites de production, et ce qui différencie, par exemple, aujourd'hui, OVH Cloud d'une industrie classique, c'est qu'on a plus de 32 data centers aujourd'hui répartis dans le monde, où il y a de réelles opérations avec des personnes qui sont aujourd'hui des collaborateurs qui sont là-bas en train de faire des actions physiques, parce que c'est du cloud, mais il y a l'humain avant tout, pour opérer en fait au niveau des data centers. Et comme je disais tout à l'heure, on parle de plus de 1,6 million clients quand même dans le monde. Et donc, le nombre de serveurs, juste une idée, on parle de plus de 400 000 serveurs. Pour donner un ordre d'idée. Donc, je vais revenir là-dessus plus tard, mais la supply chain 4.0 a déjà commencé. L'avantage, c'est que nous avons la base, en fait, sur place pour pouvoir le faire. Donc, je vais aller sur du concret. Je reviendrai sur la partie timing, mais en fait, quand on est dans la supply chain, en général, ce qui nous intéresse le plus, c'est le temps. Quand? Comment? Mais vraiment le temps, quand est-ce qu'on va livrer? Aujourd'hui, nous sommes capables de livrer en 120 secondes un serveur. Au moment où le client le commande, et toutes les actions qui sont à côté pour permettre aujourd'hui de livrer et de le mettre à disposition du client en 120 secondes. Facturation tout compris. Donc, comment on fait? On parle de prévision. Je reviendrai sur la partie planification, mais on parle de prévision. Dans le modèle SNOP, on a plus de données, forcément. Et l'avantage d'un data center, c'est qu'on a l'opportunité, en fait, d'avoir exactement ce qui sort et ce qui rentre rapidement. Donc, l'efficacité d'avoir aujourd'hui les informations en temps réel nous permet aussi bien d'analyser ce qui est en train de se passer, mais aussi de prédire ce qui pourrait peut-être se passer dans quelques semaines, quelques mois, etc. Une commande client passée sur le site d'OVH Cloud, comme je disais tout à l'heure, nous avons mis en place en interne un robot qui nous permet de faire une recherche automatique au niveau, en fait, parce que le client demande aussi une destination. Par exemple, aujourd'hui, nous avons une entité aux États-Unis, mais nous avons également beaucoup d'entités, surtout en France. Mais il y a une séparation nette et claire entre, par exemple, ce qui se passe aux États-Unis à cause du Cloud Act et ce qu'on a en fait aujourd'hui en France. C'est-à-dire, aujourd'hui, les données françaises sont pas, ou un client qui est basé aujourd'hui en France ou en Europe, tout simplement, impossible pour le Cloud Act d'avoir accès à ces données. Ce qui est possible, en fait, pour, par exemple, Google ou Amazon, etc., parce que eux, ils sont sous la coupe, en fait, du Cloud Act, malgré tout. Donc, cette notion de données protégées et cette notion également de souveraineté, on va dire, des données européennes, on le retrouve exactement ici. Donc, les clients qui commandent ont le choix pour choisir également en fait la destination, le pays où en fait on va garder leurs données. Parfois, ce qui arrive, d'autres acteurs peuvent demander en fait à vous commander, vous avez votre serveur, mais vous l'avez peut-être, je ne sais pas moi, quelque part en Asie Pacifique, comme ça. Et aucune information sur ces données-là. Par contre, là, le client a ce choix-là.
Donc, je continue sur cette partie. Donc, le robot va rechercher, en fait, aujourd'hui, au niveau de ce qu'on appelle le parc, les serveurs disponibles, avec les configurations et les spécifications demandées par le client. Au moment où le client est en train de choisir, parce qu'au serveur, il y a beaucoup d'autres éléments, mais je vais donner 3 éléments qui sont importants. La mémoire, le processeur, le disque dur. Très rapidement, en fait, il y a d'autres éléments qui sont très importants, mais ce sont les 3 éléments qui importent souvent les clients. Donc, on doit s'assurer qu'au moment où il est en train de passer sa commande, en même temps, nous sommes en train de lui chercher ce qu'il veut. Donc, en faisant cette recherche automatique, et ce qu'on appelle nous le robot, qui fait le tour en attendant pour regarder ce qui correspond très rapidement aux besoins du client. Donc, dès que c'est validé, en moins de 2 minutes, l'attribution du serveur adéquat est faite. Et donc, c'est l'histoire bien des 120 secondes dont on parle. Donc voilà, pour moi, en fait, c'est l'un des éléments les plus importants quand on parle, en fait, d'automatisation de robots industriels. Mais là, ce n'est pas qu'industriel, c'est-à-dire on utilise aussi bien les données à disposition, donc dans le parc, mais aussi en temps réel. C'est super important. Là, pour continuer en fait ce délai, aujourd'hui, si on n'avait pas développé ce robot, on parlerait d'au moins 24 heures pour livrer le client. Donc, il y aurait eu des actions humaines. Venir, changer, désosser le serveur, changer, mettre la bonne configuration, aller sur l'ordinateur central, essayer de mettre la bonne configuration pour le client. Et si par hasard, quand c'est très compliqué, et on est dedans actuellement avec tous les soucis qu'on connaît avec la partie approvisionnement et la partie aujourd'hui, on pourrait se retrouver avec au minimum 15 jours à ce robot. Donc, je pense que c'est une performance c'est une des choses que j'ai découvertes chez OVH, mais au-delà de ça, c'est en termes de performance ce qui peut se faire quand on a un outil qui ne dessert pas l'homme, au contraire, qui vient aider l'homme en fait à performer et réduire nos lead time également. Étant également dans la partie planification, donc c'est mon cœur de métier pour le coup, parce que je suis Global Planning Manager. Les données, et là je ne parle pas de petites données, là on parle de big data, pour aujourd'hui planifier, donc on revient sur la notion de prédiction, mais il n'y a pas de miracle en fait, ce sont des calculs malgré tout. On prend beaucoup de données pour pouvoir faire une analyse prédictive. Donc, je m'arrête juste sur la partie planification parce que ce qui nous importe ici, c'est-à-dire en faisant le bon focus sur l'analyse prédictive des données disponibles, en interne et en externe, comme vous le disiez tout à l'heure, des données externes également qui viennent en fait alimenter l'outil pour pouvoir définir et donner de bonnes forecasts, donc de très bonnes prévisions. L'idée est de pouvoir réduire, en fait, au moins les erreurs de forecasting, donc de prévision, de 30 à 50%. Aujourd'hui, ça veut dire pour un supply chain manager ou un directeur supply chain ou VP, réduire son stock, ça fait très bien dans le bilan financier. Donc, je pense que c'est très apprécié. Et au-delà de ça, c'est éviter en fait qu'on produise de mauvais produits et donc qu'on rallonge aussi les délais pour les clients. Donc, l'idée vraiment de la partie forecasting, c'est de faire une meilleure planification, donc de la planification avancée. Et optimiser, et pourquoi dynamique? Parce qu'en fait, au moment où le client est en train de passer sa commande, on analyse déjà ce qui est en train de se passer. Donc, qu'est-ce qu'on peut? Le client est en train de passer sa commande, dérouler, il est en train de regarder une famille de produits. L'information remonte jusqu'à la production pour dire, aujourd'hui, nous sommes en train de préparer en fait des commandes pour ce client, pour cette famille de produits. Donc, ça nous permet très rapidement de réagir et donc ce côté dynamique de répondre rapidement aux besoins du client, tout
tous les apports viennent de là. Donc, pour moi, le gain là-dedans, c'est en termes de prédiction, être capable, en fait, d'anticiper ce que le client veut et d'être réactif, même s'il change, en fait, finalement. Parce qu'on a peut-être, quand on peut, anticiper l'action qu'il va faire. Donc, voilà. C'est un sujet très vaste et je pourrais en parler des heures et des heures par passion, mais je m'arrête là et j'ouvre la porte à des questions s'il y en a. Ce que vous faites là, vous le faites pour l'interne. Oui. Ce n'est pas un service que vous apportez à l'externe. Non, ce n'est pas encore à l'externe. Nous avons parfois des partenaires qui sont spécialisés, pas forcément sur la partie supply chain, mais qui sont spécialisés et à qui on pourrait fournir aussi bien les serveurs ou le computing, les calculs, tout ce qu'il faut pour eux. Mais au-delà de ça, avoir des personnes en interne qui pourraient les aider dans le développement et pourraient les aider aussi dans les calculs ou le positionnement qu'ils voudraient avoir. Donc, on a cette notion de partenariat. Donc, OVH Cloud, et d'ailleurs, il y a en novembre, en fait, ce qu'on appelle notre réunion annuelle expérience, écosystème expérience, qui est aujourd'hui, qui met en valeur aussi tous les partenaires que nous avons sur la partie, on va dire, cloud. Mais c'est très large. Ça part du ministère aujourd'hui, des ministères, jusqu'au comment dire, un entrepreneur qui a un serveur ou un site web qui doit développer, etc. Et donc, la supply chain pourrait être là-dedans, du moment que, en fait, les besoins sont là et qu'on pourrait lui fournir des services. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle? Oui. Aujourd'hui, vous avez pas mal de données et donc vous arrivez à mieux prédire en fait vos besoins parce que vous avez aussi de l'historique par rapport à votre croissance. Est-ce qu'il y a et vous arrivez donc à garantir à ce délai de 120 secondes depuis combien de temps en fait vous arrivez à faire cette performance et est-ce que dans le passé vous vous êtes retrouvé à avoir des prédictions en fait qui n'étaient pas aussi bonnes que ce que vous pouvez avoir maintenant et du coup le client est obligé d'attendre, je ne sais pas moi, peut-être plusieurs jours avant de pouvoir avoir son serveur. Depuis combien de temps vous avez cette franchi ce pas en fait? On peut dire que c'est déjà depuis des années, mais une précision par contre sur la partie 120 secondes, cela concerne souvent en fait ce qu'on appelle les serveurs dédiés. Aujourd'hui, si par exemple une structure de l'État arrive avec quelque chose de très spécifique et où il nous demande par exemple des performances qui en temps normal, peu de clients le prennent. Là, on est plus dans du MTO en général. Et là, on ne parle pas des mêmes délais. L'avantage, par contre, qu'on a toujours, et je le disais, 15 jours pour du MTO, ou parfois aussi, ça dépend aussi des produits dont on parle, ou également si on a des ruptures au niveau des composants. Oui, ça peut prendre un peu plus de temps, effectivement. Ceci n'empêche pas, et l'avantage qu'on a tous ces éléments, donc, qu'on a aujourd'hui, nous permettent aussi d'alimenter les données et de prédire le risque qu'on aura en fait pour le futur sur ce même type de produit et le même type de serveur. Donc, la machine continue également à apprendre de ce qui s'est passé. Donc, c'est en évolution permanente et c'est le but aussi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Merci Ousmane pour cette présentation. À présent, je vais inviter Fabien Rouquette de La Redoute pour parler. Okay. Bonsoir. Très bien. Donc, juste une petite présentation de La Redoute. Vous connaissez tous La Redoute. Je vais juste quand même repréciser un petit peu, puisque ça a un petit peu changé comme entreprise ces dernières années. Tout le monde connaît le catalogue, et ça s'est terminé depuis 2016. Et l'entreprise s'est transformée pour devenir un acteur majeur du e-commerce sur deux grands domaines, le prêt-à-porter et l'aménagement de la maison au travers de la décoration et de la mobilier. Donc, on est ce qu'on appelle un pure player e-commerce depuis maintenant presque 5 ans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que La Redoute n'est pas juste une marketplace, bien au contraire, c'est avant tout une entreprise qui conçoit, qui crée sa propre offre
sur l'ensemble des gammes. Et on en est extrêmement fiers. Donc 70% de nos produits sont des produits de la Redoute que vous ne trouverez nulle part ailleurs. Néanmoins, on est aussi une place de marché, effectivement, qui grossit et qui a de plus en plus de succès. On a fait plus d'1 milliard d'euros de volume d'affaires en 2020 et environ 30% de cette activité est à l'international. C'est aussi moins connu en France. Et la Redoute est très présente dans un certain nombre de destinations en Europe. Et on a ouvert récemment plus de 40 points de vente physiques au travers de magasins propres et aussi de corners au sein du réseau de Galeries Lafayette. Voilà pour la présentation très rapide. Merci. Alors, je voulais vous parler de différents sujets autour de la data et de l'IT et finalement du parcours de nos clients et de l'exploitation qu'on fait des données pour s'améliorer en termes de supply chain au service de nos clients. Tout d'abord, une petite présentation un peu des interactions système qui sont derrière finalement le chemin d'une commande. Donc, quand le client passe une commande chez la Redoute, il le fait sur le site web, sur le front, si c'est un client comme vous et moi. On a aussi d'autres clients qui sont des clients qui peuvent être des magasins à la Redoute, qui peuvent être des clients professionnels. On a une division dédiée aux professionnels qui a leur propre outil. Et on a aussi nos amis de l'international qui nous achètent des produits pour les revendre justement en Russie, au Portugal, en Angleterre, etc. Donc tout ça vient alimenter un système qu'on appelle un OMS, donc un Order Management System, qui adresse ensuite, aiguille les flux en fonction de la typologie de commandes et en particulier vers différents sites logistiques. Donc, actuellement, on a 2 sites logistiques principaux. Un à Waterloo que j'ai le plaisir de diriger et un autre qui est en sous-traitance à Valenciennes. Et on va bientôt, en 2022, ouvrir un 3e site logistique à Cambrai. Chacun de ces sites logistiques a un WMS, qui est un logiciel de gestion d'entrepôt, qui gère la logistique inbound, outbound de chaque site. Chaque entrepôt a le propre système. Et en dessous de ce système-là, sur le site de Quétran, qui est un site automatisé, on a encore un autre système, donc encore une autre couche logicielle qui s'appelle un WCS, qui est un logiciel de gestion des installations automatisées. Qui gère les calculs, les mouvements des robots et les déplacements des marchandises à l'intérieur du site. Donc, ça fait une architecture assez complexe, finalement, avec énormément d'interactions et donc des millions de messages, et des millions, c'est vraiment ça, des millions de messages tous les jours entre les systèmes. Donc, toute cette volumétrie, vous vous rendez bien compte que c'est quasiment impossible à gérer par des êtres humains. J'ai oublié de vous préciser qu'on a aussi, bien sûr, un TMS, un Transport Management System, qui interagit avec tout ça, voilà, dans tous les sens. Donc, d'où la nécessité impérieuse, si on veut maîtriser les flux et délivrer une performance optimale, de se doter de différents outils d'utilisation, de collecte, de rangement, de nettoyage des données, et ensuite de data visualisation, de mise en forme de ces données pour pouvoir que les êtres humains, finalement, puissent prendre en compte les bons éléments, avoir les bonnes priorités et prendre des décisions et agir. Alors, donc, la mission, finalement, qu'on s'est fixée, en fait, en 2017 avec la création d'une équipe data, avec la décision qui a été prise de devenir vraiment une entreprise data-driven, c'est, en fait, comment faciliter la circulation des données et l'exploitation de ces données, mettre en place des bonnes pratiques homogénéisées dans l'ensemble des directions, des outils qui fassent référence et qui permettent de canaliser aussi les actions et de s'assurer que les données sont collectées au bon endroit, qu'elles ont été vérifiées, qu'elles sont de qualité et qu'elles peuvent être donc utilisées par tout le monde sans qu'il y ait de risque de mauvaise interprétation. Et des règles aussi pour justement que tout ça soit ordonné. Alors évidemment, on est parti d'une situation où rien n'existait, on a tout construit en fait en 4 ans avec tous mes collègues et l'équipe data. Et on est arrivé à une situation plutôt très satisfaisante actuellement, où on a effectivement une plateforme en fait de données qui est une sorte de data lake, on appelle ça vocabulaire des techniciens data, sur lequel on est venu finalement brancher l'ensemble des systèmes. On est venu extraire et on extrait maintenant en temps réel toutes les bases de données dont on a besoin pour ensuite pouvoir, à partir de ça, utiliser un outil de BI, finalement, Business Intelligence, qui est chez nous Power BI,
et qu'on a démocratisé. Au départ, pour la petite histoire, on était parti avec un autre outil, mais finalement, on a changé parce que ça ne convenait pas à l'usage. Et donc, on a démocratisé progressivement l'usage de cet outil auprès de l'ensemble des collaborateurs. D'abord en partant sur des experts, donc avec des data analystes qui ont construit les rapports, et ensuite progressivement en déployant ça sur les équipes métiers. En fait. Moi, j'en suis au stade, sur mon site logistique, finalement, j'ai commencé donc avec le recrutement d'un data analyst dédié. Ensuite, on a formé l'ensemble des chefs de service et des experts, gestionnaires de stock, gestionnaires de flux, etc., se sont formés et ont commencé à utiliser et à créer leur propre rapport. Et maintenant, on arrive au stade où on va former les chefs d'équipe dans l'atelier qui vont avoir accès à l'outil et pouvoir eux-mêmes utiliser les données en temps réel et pouvoir se créer leur propre rapport pour pouvoir aller encore chercher un peu plus de performance au quotidien. Et donc, on fait étape par étape. Voilà, donc tout ça, c'est pour vous parler un petit peu de l'importance du staffing et du RACI. Le RACI, donc le rôle et responsabilité finalement, qui fait quoi, qui est en charge de quoi. Ça, c'est très, très important aussi de définir la politique que vous voulez mettre en œuvre. Nous, on a tout de suite fait le choix de se staffer sur le sujet, et pas seulement avec une équipe data centrale, mais bien avec des personnes dédiées dans chaque direction, sur chaque finalement vertical business, pour être au cœur du sujet et être en contact direct avec des utilisateurs finaux et des gens qui savent vraiment de quoi on parle. Bien sûr, on a une équipe data hyper solide qui, elle, est en charge de l'architecture, de la maintenance, de produire en temps réel, d'être toujours plus performant, d'améliorer, de proposer des solutions innovantes et de supporter, de former les équipes métiers. Mais en fait, la plupart, je dirais 90% des reports sont créés par des gens du métier finalement avec l'aide d'un data analyst. Donc une organisation décentralisée et le métier hyper important qui doit s'approprier le sujet, même si ça peut prendre du temps. Ça ne peut pas rester. La data, ce n'est pas le sujet de l'équipe data. C'est ça que nous, on a décidé, qu'on a mis en œuvre. Parce que sinon, ça ne fonctionne pas, les gens ne le regardent pas, ne comprennent rien et se disent c'est un truc de technophile. Alors qu'en fait, pas du tout. Avec un bon outil de BI et en prenant les choses dans l'ordre, finalement, on se retrouve à créer soi-même ses propres rapports et à se prêter au jeu. Un exemple de ce qu'on a mis en œuvre, alors j'aurais pu en mettre beaucoup d'autres, on ne va peut-être pas très bien avec les couleurs, mais ce n'est pas grave. Ce qui compte, c'est le concept. Un exemple de ce qu'on a fait pour les stocks non disponibles. Tu me dis, c'est bon. On avait un grand sujet, en fait, c'est toujours pareil en logistique, c'est que le stock informatique soit égal au stock physique. Donc ça, c'est le sujet, ça n'a pas beaucoup changé depuis 40 ou 50 ans, et ça ne changera pas, je pense, dans les 50 ans à venir. Et c'est d'autant plus complexe quand on est dans un environnement comme ce sujet, où on a une couche de système qui vient se rajouter à chaque fois entre chaque système. C'est une interface, donc un risque de déphasage. Donc, on a une équipe dédiée au stock en permanence, qui scrute et qui, à l'origine, faisait des requêtes SQL dans les bases de données, une par une, pour détecter les anomalies, etc. Donc, ça prenait un temps fou, ça consommait des heures et des heures, et on arrivait à régler quelques problèmes par jour, etc. On a réussi à changer d'échelle et à avoir des outils qui font 98% du boulot à la place des gens, finalement, et qui laissent seulement 2% des choses les plus importantes, qui les mettent en valeur au travers de dashboards et où, du coup, les opérationnels peuvent se focaliser tout de suite sur le sujet du jour le plus important pour le résoudre et ensuite avoir beaucoup plus de temps puisqu'ils ne sont plus en train de faire des requêtes SQL en permanence. Tout est déjà fait, tout est automatisé finalement pour que l'être humain puisse apporter de la valeur ajoutée. Il ne consomme pas son temps intellectuel à faire des tâches qui peuvent être robotisées. On revient toujours sur le sujet à la robotisation. Au niveau informatique, c'est finalement ce qui permet de changer d'échelle en termes de performance. Voilà, donc ça, c'est un exemple de dashboard avec l'ensemble des emplacements qui sont des emplacements informatiques virtuels sur le site, sur lesquels des marchandises peuvent être informatiquement, mais qu'elles ne devraient pas être dedans parce que c'est du transit. Et donc, ça veut dire qu'il y a une petite opération qui n'a pas été faite correctement. Mais en attendant, les articles qui sont là-dedans, sur le site web, ils sont réputés comme vendables, alors que finalement, on n'est pas capable de les préparer en temps réel. Donc, on travaille là-dessus, en particulier
On a réussi à réduire énormément ces dernières années pour être complètement en phase sur notre magasin, qui est le site web finalement, et le reflet exact de ce qu'on est capable de préparer en temps réel. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous, quand une commande est passée, un quart d'heure après, elle est lancée en préparation sur le site, et 2 heures après, elle est prête à être expédiée. Donc, on est vraiment sur du temps réel au quotidien, tous les jours. Si vous passez commande à 8 heures, à 10 heures, c'est prêt à être expédié dans le camion. Vous êtes livré le lendemain. Voilà, donc ça nécessite une exigence hyper précise tous les jours. Un autre exemple, oui, donc ça c'est les gains, je viens de vous les résumer en fait. On peut faire, voilà, ça permet d'identifier les dérives très rapidement en temps réel. Ça permet de faire des tris aussi, bien sûr, par date d'ancienneté. Ça permet de revenir sur des incidents aussi dans le passé. La BI, c'est très intéressant. On a souvent besoin de regarder 2 ou 3 jours en arrière, qu'est-ce qui s'est passé lundi, on n'a pas eu le temps de regarder. On regarde aujourd'hui, on prend le temps. Ça permet aussi finalement de faire en sorte que chaque manager puisse customiser aussi le rapport par rapport à ses priorités, par rapport à sa vision des choses. Et puis, l'information peut être partagée à tout le monde de manière très simple, très fiable, très facile. L'info est disponible et ça, c'est aussi quelque chose de très important. Les rapports peuvent ou non être partagés, mais en tout cas, nous, on les partage très largement pour inciter un maximum de personnes à s'approprier les sujets. Un autre exemple qui est complètement différent, j'ai mis en place une solution avec une entreprise qui s'appelle Flowity, qui propose un modèle de prévision et de prédiction. Ça rapproche un peu de ce que vous faites, même si là, on est dans le concret sur des stocks, etc. En 2020, la situation qu'on avait sur les consommables qu'on utilise, donc des palettes, des cartons, des sachets, tout ce qu'on utilise pour fabriquer nos colis finalement, on avait donc un stock qui était de 1500 palettes en moyenne et qui était mal administré. C'était un sujet qui n'était pas bien géré. Donc, j'ai décidé d'une part de s'approprier vraiment le sujet en revoyant la manière de faire au niveau process et en même temps de se doter d'un outil. On est arrivé à un résultat où on a divisé par 2 finalement notre stock en l'espace d'1 an. Et en plus de ça, on a arrêté toutes les ruptures parce qu'on avait un certain nombre de ruptures. Donc, l'intérêt finalement, c'est d'avoir un outil qui aide à la décision, encore une fois, qui propose, qui permet d'identifier les anomalies avant qu'elles n'arrivent et qui fasse des propositions aux équipes opérationnelles pour agir. Voilà, donc réduction de l'espace de stockage, ce qui nous a permis de stocker davantage de produits finis pour les clients, une meilleure visibilité au quotidien, et aussi au passage, ça nous a permis d'arrêter les références dormantes qui n'étaient pas administrées et de les supprimer en fait des stocks et donc éviter les ruptures. Voilà, j'ai dit à peu près tout ce qu'il y avait sur Instagram. Un exemple rapide d'un dashboard, voilà, encore une fois, ce qui compte, c'est d'être très visuel et de ne pas chercher à en avoir trop sur l'écran, parce que sinon, on s'y perd rapidement. Donc, il faut surtout être très pragmatique quand on construit des rapports et ne pas chercher à faire un truc qui fait tout d'un coup, mais plutôt spécialiser, ça c'est mon avis, spécialiser les rapports le plus possible et les harmoniser aussi. Parce que le risque, c'est que tout le monde crée son propre rapport. Très bien, mais en même temps, après, si chacun a sa façon de voir les choses, c'est compliqué. D'où l'importance d'avoir une gouvernance et de se remettre toujours en question sur le sujet, avec l'aide d'une équipe centrale aussi, pour recadrer et une fois qu'on a bien avancé sur un sujet, se dire on garde ce format-là et c'est le format pour tout le monde. Voilà. Quelques insights, donc qu'est-ce qui nous dirige et qu'est-ce qui nous fait agir au quotidien? Être omnicanal, donc je vous l'ai dit, on ouvre des magasins, on est e-commerce, il faut savoir tout faire maintenant. Faire du fulfillment, donc ça c'est l'avenir aussi pour nous, pour des marketplaces, des vendeurs marketplace. On a en permanence des nouveaux flux, donc il faut toujours qu'on réinvente notre façon de faire. Et surtout, la logistique, c'est un atout finalement qui doit être mis au service des clients, du commerce, parce que en fait, maintenant dans l'e-commerce, c'est le seul contact quasiment que le client physique a, un contact physique avec l'entreprise, c'est le colis qu'il reçoit en fait. Et ça, c'est aussi quelque chose de très différent avec un achat en magasin, il y a une expérience magasin. Nous, l'expérience, elle se fait au travers de l'expérience d'achat sur le site et après, c'est l'expérience de livraison. Donc, l'expérience de livraison se doit d'être
sans couture, d'être optimale. Et pour ça, on doit effectivement délivrer des performances logistiques de premier rang. Je vous remercie. Juste avant de passer aux questions, une petite. Donc, moi, aujourd'hui, je suis responsable du pôle supply chain chez Procemo. Je suis basé au siège à Toulouse. Mais en 2016-2017, j'étais basé en métropole lilloise. Je travaillais dans une autre entreprise en tant que consultant supply chain. Et j'ai eu l'occasion de travailler sous les ordres de Fabien chez La Redoute, donc sur le site Quai 30. Et donc, j'ai participé au démarrage industriel de ce site automatisé. Et tant humainement que professionnellement parlant, c'était très enrichissant. Et ça reste un beau jouet, comme on l'appelle. Oui, c'est un très beau site, effectivement. Très efficace. Merci, Arthur. Est-ce que vous avez des questions dans la salle? Est-ce qu'on a des questions en ligne? Parfait, merci. Donc maintenant, si jamais, si on n'a pas d'autres questions en ligne, pour ceux qui étaient en ligne, je vous remercie de nous avoir suivis à distance. Donc cette conférence animée par Procemo avec Axon, OVH et La Redoute est enregistrée. On fera part de l'enregistrement. On vous remercie au nom de toute l'équipe Procemo et de tous les intervenants de votre participation et on vous dit à très vite. Merci. Et concernant ceux qui sont ici physiquement, on va vous servir à boire et à manger. Merci à tous.